Bonjour, bienvenue à cette série Apprendre ensemble, refuge d'urgence et centre d'intervention en toxicomanie. Nous sommes heureux de vous offrir l'interprétation en français et cette séance est enregistrée. Si vous souhaitez entendre le français, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran Zoom. Si vous avez besoin d'aide pendant le webinaire, vous n'avez qu'à envoyer un message à l'une de nos productrices au moyen de la fonction de clavardage. Je suis Lindsay Yarrow et je suis heureuse d'animer ce webinaire. J'aimerais aussi reconnaître que nous nous rassemblons sur un territoire qui est habité par des peuples autochtones depuis le début des temps. En particulier, je reconnais que j'anime ce webinaire depuis Kingston, en Ontario, qui est le territoire traditionnel et non cédé des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et l'occasion qui nous y est donnée de nous y réunir. À Excellence en Santé Canada, nous continuons notre parcours d'apprentissage et notre engagement au service de l'amélioration pour tous les Canadiens et Canadiennes. Nous voulons aussi reconnaître la présence des Métis de partout au Canada qui célèbrent la journée de Louis Riel, qui était un Métis qui a défendu les intérêts de la communauté métisse et qui est reconnu comme une force dans la création de la Confédération au Manitoba à titre de province canadienne. Nous demandons à tous les Canadiens d'examiner les contributions des communautés métisses et de Louis Riel à l'histoire du Canada. À Excellence en Santé Canada, nous sommes un organisme qui se concentre sans relâche sur l'amélioration des soins de santé avec et pour tous au Canada. Nous croyons dans le pouvoir des gens, des données probantes et nous savons qu'en les reliant, nous pouvons réaliser les meilleurs soins de santé au monde. ESC est un organisme sans but lucratif de bienfaisance financé principalement par Santé Canada. Nous sommes heureux de vous informer que ce programme est offert en partenariat avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances et le BC Patient Safety and Quality Council. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les réflexions et les leçons apprises pendant la pandémie de COVID-19. La discussion d'aujourd'hui nous mènera au sujet du prochain webinaire qui portera sur les défis anticipés de la pandémie de COVID-19 et les stratégies de gestion du changement et d'adaptation. Cela sera suivi par un webinaire qui explorera le concept de la durabilité et mettra en lumière les stratégies permettant de réaliser des gains en période de pandémie. Nous reconnaissons que l'impact de la pandémie varie au Canada et que les défis initiaux de la pandémie sont les défis actuels pour d'autres. Nous avons invité des conférenciers pour parler de leurs réflexions et des leçons apprises au cours de la pandémie jusqu'à présent et ce qui a été mis en œuvre pour réagir à ces défis, comment ils ont travaillé avec leurs formateurs grâce au programme Apprendre ensemble pour réagir à certains de ces défis. Avant de passer à la discussion d'aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter mon co-animateur Ryan, à qui je cède la parole pour qu'il se présente et qu'il présente nos conférenciers. Merci Lindsay, bienvenue à tous. Alors, je suis Ryan, je suis co-directeur du Centre canadien sur les consommations de le Centre canadien des dépendances et l'usage de substances. Je suis très heureux de vous présenter les conférenciers invités d'aujourd'hui. Deborah Gardner, qui défend la justice sociale depuis très longtemps et qui occupe des fonctions de leadership depuis 25 ans dans le secteur sans but lucratif. Elle est à la tête d'une organisation multiservice pour les femmes qui soutient les femmes vulnérables, marginalisées au centre-ville de Toronto. Heather Johnston est actuellement directrice générale de Projet autochtone du Québec, un refuge ou logement de transition pour les sans-abri et les peuples autochtones à risque de Montréal. Heather compte plus de 20 ans d'expérience dans la mise en œuvre de programmes efficaces dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la sécurité alimentaire à l'échelle internationale et avec des organisations et des communautés autochtones du Canada. Hélène Philbin-Wilkinson est formatrice pour le programme Apprendre ensemble. Elle fournit des idées et des réflexions sur le système d'aide d'urgence aux toxicomanes. Elle fournit actuellement un soutien en matière de leadership, de projets de gestion auprès du milieu hospitalier. Elle a également acquis une expérience en matière de surveillance dans les domaines de santé mentale, de toxicomanie, des soins actifs, de la médecine légale et des services correctionnels fédéraux auprès d'Agrément Canada. Sur ce, Lindsay, je vous cède la parole. Merci, Ryan. Bienvenue à
vous trois, Deborah, Heather et Hélène. Alors, je vais lancer le bal. Deborah et Heather, puis-je commencer par vous? Je me demande, Deborah, peut-être qu'on peut commencer par vous, puis Heather, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre organisation et les services que vous offrez là où vous vous trouvez, toutes ces choses? Oui, avec plaisir. Merci, Lindsay. Alors, notre organisation soutient les femmes vulnérables depuis environ 55 ans. Nous sommes au centre-ville de Toronto. Nous avons 3 domaines de services. Service de logement qui comprend 2 refuges d'urgence, unité de soutien et soutien à l'obtention de logements à Toronto, ce qui n'est jamais facile. Service d'accoutumance, de dépendance. Donc, nous avons un programme de pré-traitement ainsi qu'un programme de 90 jours et nous avons aussi de traitement donc et un programme post-traitement. Et nous avons aussi des services à l'emploi qui aident les femmes dans l'élaboration de conséquences préalables à l'emploi ainsi que la recherche d'emploi. Nous avons aussi un laboratoire informatique qui est ouvert à tout le monde de sorte que les femmes puissent avoir accès à l'Internet. Autrement, peut-être qu'elles n'y auraient pas accès. Alors, notre engagement est d'offrir un soutien des services, des programmes aux femmes marginalisées de Toronto, plus précisément parce qu'elles ont été durement touchées depuis 20 mois, depuis le début de la pandémie. Bonjour, Heather Johnston, et je suis directrice générale à Projet autochtone du Québec, un organisme qui offre des soutiens à la population autochtone du centre-ville de Montréal. Nous avons beaucoup de services, mais avant tout, nous sommes un lieu de rassemblement, un espace communautaire pour les femmes et les hommes autochtones qui sont souvent en situation d'itinérance ou de précarité du logement. Nous avons des célébrations, de la programmation autochtone. Nous avons une salle communautaire qui n'est plus aussi pleine qu'auparavant, étant donné la COVID. Mais comment dire, c'est un lieu de rassemblement, une résidence pour les gens. On sert des repas chauds 305 jours par année. Alors, j'aime bien parler de cela au départ. C'est un lieu de rassemblement pour la communauté, avant tout. Et nous offrons aussi 2 refuges d'urgence où on peut dormir la nuit, avec 75 lits au total entre eux, un étant à faible obstacle et l'autre pour les personnes sobres. Donc, celui à faible obstacle est pour les personnes qui ont un obstacle comme l'accoutumance ou l'alcoolisme. Nous avons également une soixantaine d'unités de transition pour prévenir les personnes qui ont peut-être des difficultés en matière d'itinérance ou qui essaient de sortir de leur situation d'itinérance et qui cherchent une stabilité et du soutien. Et donc, nous avons aussi un programme de gestion de l'alcool pour les hommes avec intervention 24 heures sur 24 et service sur place. Et nous offrons aussi un programme de renforcement des compétences qui dure 12 semaines. Avec 4 à 6 séances par année. Alors voilà qui résume ce que nous faisons. Alors à présent, nous voulons revenir au début de la pandémie pour se rappeler que la pandémie a créé toutes sortes de défis. Qu'avez-vous fait du point de vue, par exemple, de la prévention et du contrôle des infections? Je demanderai à Deborah de commencer. Eh bien, comme tout le monde, nous tâchions de déterminer ce qui se passait en temps réel, sachant qu'on ne serait jamais assez rapide. Alors d'abord, il y avait un plan de continuité. Comment continuer d'offrir des services si jamais, par exemple, il y avait un incendie
À Toronto, la planification d'urgence n'est pas tellement physique, mais plutôt sanitaire. Par exemple, si la grippe éliminait une bonne partie de votre personnel. Alors, on est passé à ce service de planification pour la COVID avec l'information qu'on avait à l'époque. Alors, la première version du plan a été distribuée le 16 mars et donc nous rencontrions l'équipe tous les matins à 8 heures pour voir à quoi ressemblait la journée, ce qu'il fallait faire et on a envoyé des courriels quotidiennement personnels pour les garder à jour. On a tâché très fort d'échanger les connaissances au tout début, ne sachant pas si les connaissances changeraient d'ici le lendemain. Et on a tâché de présenter les choses dans ce contexte pour que le personnel comprenne que les choses évoluent sans arrêt. Notre engagement était de communiquer ce que l'on connaissait le plus tôt possible tant qu'on savait que c'était appuyé sur des données probantes et sur des consignes de santé publique et d'autres sources crédibles. Alors voilà comment nous avons commencé le processus. Et à partir des plans de contingence, nous avons mis au point des politiques et des pratiques émergentes. Et cela se produit à ce jour. Je dois dire que les courriels sont moins fréquents, heureusement, mais il y a des périodes de pointe et de crue. À Toronto, dans le système des refuges, nous avons des obligations d'être vaccinés, comme c'est le cas également au niveau provincial. Donc, cela a déclenché une nouvelle, enfin pas une vague, mais comment dire, un nouveau processus, c'est-à-dire qu'il a fallu communiquer davantage d'informations. Alors, c'est un processus qui évolue sans arrêt, mais qui a vraiment commencé à partir du plan de contingence original et cet engagement de communiquer, de partager nos connaissances dès qu'on les avait. Alors, peut-être qu'on était peut-être un peu moins préparé à Pâques que Deborah. Vous savez, au début de la pandémie, je me disais, ça y est, on va avoir le syndrome post-traumatique. Alors, je veux surtout parler de l'équilibre qu'on a essayé de trouver, surtout dans les services d'urgence. On en parle pour toutes sortes d'enjeux constamment, c'est-à-dire pour veiller à être accessible aux personnes les plus vulnérables de la communauté autochtone et pour également veiller à maintenir la sécurité du personnel. Nous refusons très rarement des gens. La COVID a présenté de nouveaux défis pour les gens qui utilisent nos services. Quelque chose qu'on a essayé de faire, c'est de s'ajuster graduellement, même si la santé publique ne nous donnait pas beaucoup de préavis. Bon, sur le plan de l'hygiène des mains, le port du masque, la distanciation physique, chaque fois qu'on avait une nouvelle mesure, il y avait une période d'ajustement. Bon, on disait aux gens, vous allez devoir porter un masque, mais on donnait à nos participants, à nos résidents, une semaine pour s'ajuster avant de les éjecter parce qu'ils refusaient de se conformer. Et nous avons dû investir beaucoup dans le personnel. Il y a beaucoup de gens qui également qui se servent de nos services, qui ont des difficultés de santé mentale. Donc, il a fallu du temps, du personnel
et nous avons dû travailler avec compassion pour aider les gens à s'ajuster aux règles qui changeaient sans arrêt. C'est-à-dire qu'on était constamment en train de changer. Vous savez, par exemple, il y avait des limites il y avait des limites de rassemblement et donc le personnel a dû s'ajuster, a dû présenter des règles à la communauté et bon, certaines règles qui ont été très impopulaires, il faut le reconnaître. Et donc, cet investissement dans le personnel de veiller à ce qu'ils aient la possibilité de s'ajuster, c'est ce qui a porté fruit à la fin. Merci à tous les deux. Alors, une des choses qui nous intéresse du point de vue d'apprendre ensemble, pour vous mettre en contexte, on a voulu, par exemple, aider les équipes avec des fonds de démarrage pour s'ajuster à la pandémie. Au même moment, on a la séance virtuelle. Et un des éléments auquel vous avez participé, vous, c'est à titre de formateur. Alors, j'aimerais savoir à quoi ressemblait l'encadrement dans votre cas et à quoi avez-vous travaillé comme formateur, comme formatrice avec Hélène sur le plan, par exemple, des objectifs que vous avez voulu réaliser. Alors, je commence par Heather. Bien. Alors, oui, nous avons travaillé avec Hélène. Nous avons eu 2 séances d'encadrement avec moi-même et notre équipe de direction et de coordination. Et on s'est concentré sur la prévention des infections, contrôle des infections. Et donc, nous avons mis en place des processus et procédures. Et donc, j'aimerais aborder certains des défis de l'élaboration de ce plan. Alors, 3 choses auxquelles on s'est concentré, en plus du port du masque, de la vaccination, etc. De nouveau, nous avons travaillé avec le personnel de l'équilibre du besoin d'avoir des procédures et d'avoir des services sûrs et accessibles. Un des membres du personnel de longue date a dit que le maintien de la confiance était fondamental. Donc, beaucoup des interventions que nous avons faites s'inscrivent dans cette confiance, cette relation entre les membres de la collectivité. Il faut reconnaître les traumatismes. Il ne faut pas imposer des procédures, des politiques très peu populaires sans reconnaître ces traumatismes. Donc, il a fallu trouver un moyen d'équilibrer la reconnaissance des traumatismes. Bon, il y a une certaine réticence dans nos participants d'accepter des règles, même si elles sont sanitaires.
On peut avoir le meilleur plan possible sur papier, mais si notre personnel ne s'engage pas à le mettre en œuvre, comment renforcer les politiques auprès non seulement du personnel, mais des usagers du service aussi. Alors, c'est certains des défis qu'il a fallu relever. Et nous avons une autre séance d'encadrement. Nous avons une autre séance d'encadrement à venir et nous sommes impatients de l'avoir. Alors, nous avons pris un point de vue un peu différent dans le sens que nous estimions que la prévention et le contrôle des infections étaient assez sous contrôle parce que nous avons de la chance. Nous avons accès à des partenaires communautaires, entre autres en santé et dans le milieu hospitalier. Donc, s'agissant de l'encadrement, on a pris ce point de vue que nos ressources, les ressources du personnel, devaient d'abord être notre point focal. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre l'impact de la COVID sur eux. C'est un domaine intéressant, c'est-à-dire que la vie personnelle du personnel et la vie professionnelle du personnel s'est interreliée d'une manière assez inusitée. On parle toujours des frontières à la maison et au travail, les 2 sont souvent séparés, mais la COVID a exigé qu'il y ait un mélange. À un moment, à Toronto, on pouvait quitter, sa maison une fois par semaine pour aller faire des courses ou des déplacements essentiels, puis ensuite on allait au travail. Mais au travail, étant donné qu'il fallait être confiné, eh bien, les clients étaient confinés. Donc on avait tout un défi. Alors, dans ma carrière de 40 ans ou plus, j'ai vu pour la toute première fois, ces 2 choses converger, pas par choix, mais parce que c'est ainsi que la COVID nous a touchés. Alors, avec le temps et maintenant nous sommes arrivés au mois 20, nous voulions garantir de comprendre comment soutenir le personnel et dans ce cas, le résultat serait qu'on soutiendrait les usagers. Il y a certaines choses qui vous paraîtront peut-être ridicules, mais un jour, on a fait la journée pyjama. Tout le monde est venu en pyjama, même les clients. On a fait des choses un peu ridicules pour un peu désamorcer la situation, surtout lorsque les clients ne pouvaient pas faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ce qui leur donnait une structure. Au début de la COVID, c'était une réaction d'urgence. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons défendu les intérêts du personnel. On a dit au personnel: «Sentez que vous avez les coudées franches, faites ce qu'il faut et on en parlera après». Donc, il fallait se poser la question: quel a été l'impact sur le plan physique et mental? Et la direction a retroussé ses manches et a soutenu le personnel par des moyens innovants, créatifs et parfois amusants. Mais ma préoccupation, c'est: que se passait-il du côté de la direction après coup? Alors, notre encadrement a réagi à cette situation et au fil de nos conversations, nous avons trouvé une stratégie en vertu de laquelle les dirigeants auraient ce processus, d'encadrement pendant 3 séances et que l'on puisse ensuite, appliquer cela aux équipes. Alors c'était un moyen de garantir que les dirigeants étaient soutenus pour que cela puisse, se perpétuer au-delà de la COVID. Alors, on s'est posé la question, à quoi ressembleront les opérations après la COVID? Et le travail que nous avons fait a été très utile. Alors, on sait aussi qu'il faut penser à ce qu'on appelait autrefois l'épuisement professionnel, qui s'est transformé un peu en préjudice moral. On veut avoir une analyse différenciée
de soutien des personnes qui ont subi une blessure morale. Alors pour moi, il s'agissait d'identifier une ressource pour les dirigeants, car les dirigeants sont un composant très important de la prestation d'un cadre clair pour les clients et le personnel. Et cet encadrement a permis à cela de se produire. Alors, on a pris une approche un peu différente, mais j'espère qu'elle était complémentaire. Alors, nous avons un point de vue peut-être un peu différent, qui, à mon avis, est avantageux pour l'agence sur le long terme. Et j'espère ensuite que cela pourra être é- élargi à la communauté, tandis qu'on aidera les collaborations avec les organisations avec lesquelles on collabore. Merci, Deborah. Et je pense que cela met en exergue l'importance d'être agile. Et une des choses sur lesquelles je veux rebondir, et vous en avez toutes les deux parlé, comment vos priorités ont-elles changé depuis que vous avez travaillé avec Hélène en juin dernier, étant donné l'évolution de la pandémie et les consignes de santé publique qui évoluent sans arrêt? Et comment les séances d'encadrement ont-elles permis de répondre à vos interrogations sur, par exemple, l'établissement de priorités? Hélène, on commence par vous? Oui. Alors, je ne sais pas si nos priorités ont changé. La priorité était toujours d'avoir une de bonnes procédures de prévention et de contrôle des infections. Je pense que notre approche, quant à elle, a peut-être un peu changé. Donc, pas la priorité, mais plutôt l'approche grâce à nos conversations avec Hélène. Je pense que ce qu'Hélène a pu faire, entre autres, c'est de partager des ressources existantes qui peuvent être adaptées à nos besoins. Et c'est ce qui nous a permis de se sentir un peu moins débordés. C'est-à-dire que, bon, il existe des choses qui peuvent vraiment être facilement adaptées à nos besoins. Et le fait qu'elle nous ait aidés à trouver ces ressources, ça a été très utile. Hélène a passé beaucoup de temps avec moi, entre autres, et avec l'équipe pour écouter, apprendre et adapter son matériel de coaching pour qu'il corresponde à nos besoins. Normalement, ces séances d'encadrement durent 60 minutes et je lui ai dit, bon, on a beaucoup de membres du personnel qui ont beaucoup d'expérience, mais peut-être pas une formation universitaire. Alors, ils auraient peut-être besoin d'avoir un peu plus de temps. Alors, elle a accepté d'adapter ses séances de formation à 90 minutes. Alors, elle a fait preuve de beaucoup d'adaptation et de souplesse. Et enfin, d'un point de vue très, très personnel, la première séance était formidable. C'était formidable de pouvoir discuter avec Hélène, qui a tout de suite compris la situation et les défis auxquels on faisait face. Elle a été empathique et sympathique et on entend peu ça de la part des services de santé publique. Peut-être qu'en santé publique du Québec, ils ont vraiment l'impression de devoir imposer des règles et nous, on a toujours l'impression que certaines choses doivent être corrigées de notre côté. Et personnellement, d'avoir cette conversation avec elle, ça m'a donné l'impression qu'on était entendu, que quelqu'un comprenait notre réalité, était sympathique et nous offrait des solutions pratiques. Alors, c'est peut-être un avantage en plus auquel je ne m'attendais pas. Eh bien, je suis d'accord avec ce que disait Heather sur le plan de l'encadrement. C'est vraiment un coaching
formidable. Ça nous a permis de comprendre là où on aurait le plus d'impact et de continuer la conversation. Alors, comme Heather le disait, je ne pense pas que nos priorités ont changé. Peut-être que le paysage a changé au fil des mois pendant qu'on en parlait, mais il s'agissait plutôt d'ajuster l'approche, hein. Mais l'essentiel, l'objectif essentiel était immuable, à savoir de soutenir le personnel et les dirigeants. Je suis certaine qu'une bonne partie des participants d'aujourd'hui travaillent pour des organisations de petite taille. Alors, on n'a pas quelqu'un, on n'a pas de service de ressources humaines et on n'a pas même de personnes aux ressources humaines qui pourraient le faire. C'est-à-dire qu'on a tous dû le faire en plus de tout le reste. Et ça ne pouvait pas être quelque chose qu'on faisait en, en dilettante. Alors, pour nous qui sommes dans des postes de direction et pour le personnel, ils devaient investir 110 de leur énergie. Pendant les 2 premiers mois de la COVID, notre équipe de direction travaillait tous les jours de la semaine pendant de non longues heures. Alors, c'est ce que ça exigeait, mais à quel prix? Et c'est ça l'essentiel de ma question. À quel prix? Pas seulement personnellement, mais au final, l'agence et les clients. Tandis qu'on essaie de se remettre de la COVID, quelle que soit cette nouvelle normalité. Alors, pour moi, c'est une question de souplesse et de réactivité. Et comme Heather le disait, c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul, surtout si on est dans un poste de direction, on est souvent seul, enfin, on se sent seul. Vous avez le conseil veut avoir confiance en vous. Alors, le personnel veut avoir confiance en vous, le conseil veut avoir confiance en vous. Et il est 4 heures du matin, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous vous inquiétez de ce qui vous tiraille de gauche à droite. Alors, d'avoir quelqu'un qui puisse vous valider, qui dise, bon, vous avez parfaitement raison d'être inquiet, je suis désolée que vous n'arriviez pas à dormir, parlons de ce qu'on peut faire. Alors, je peux parler de ma propre expérience, mais je pense qu'il y a aussi une bonne valeur pour l'organisation car cela permet d'assurer une meilleure stabilité. Et quand c'est quelqu'un de l'extérieur, vous avez tendance à écouter un peu plus, hein, et ça a été très utile, hein. Merci à toutes les 2. Tandis que je vous écoutais, bon, vous avez toutes les 2 parlé du nombre de priorités concurrentes pour l'organisation. Alors je me demande, étant donné la vitesse à laquelle le paysage changeait, comment avez-vous réussi à rester concentré sur des objectifs précis dans vos séances, d'encadrement et de gérer toutes ces priorités concurrentes, hein? Je suis certaine qu'il y en avait de nombreuses. Deborah, je commence par vous? Alors, je pense que, entre autres, c'est parce que la réaction d'urgence à la COVID s'était un peu atténuée quand on a commencé à parler de ces choses en juin. En Ontario, du moins, on se préparait à la 4e vague et donc on pensait qu'on savait à quoi s'attendre et ça s'est plus ou moins déroulé comme on pensait. Ensuite, il y a eu le processus de vaccination. À mon avis, ça a été une autre vague à laquelle on était bien mal préparé. Alors ça, c'était bien différent. Alors, étant donné que la situation d'urgence était derrière nous, à Straight Haven, pour nous, c'était de 8 heures le matin à 22 heures, 6 jours semaine, pendant 7 à 9 mois d'un coup. Une fois que ça a été fini, je pense qu'on a eu un peu plus de place mentalement pour avoir des conversations en juin au sujet des prochaines étapes. Parce que à ce stade-là, on pensait tous que septembre serait un moment important, un moment phare et ça a été le cas. Alors, le temps a fait son œuvre, mais par ailleurs aussi, on savait qu'il y aurait une lueur au bout du tunnel. Oui, c'est intéressant d'écouter Deborah. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle disait que
il était important d'avoir des conversations significatives. Et j'ai l'impression de n'avoir eu aucune de ces conversations, sauf des conversations sur la sécurité, sur le maintien du centre, garder nos portes ouvertes depuis 18-19 mois. Alors, c'est un des avantages de l'encadrement. Je dirais que la pénurie de main-d'œuvre est une priorité qui domine une bonne partie du travail. C'est le cas au Canada. Bon, au Québec, je pense que c'est peut-être un peu plus criant. La pénurie de main-d'œuvre a vraiment atteint son paroxysme. On a des difficultés sur le plan du recrutement et de la rétention de personnel engagé et qualifié. C'est un gros problème ici. Alors, pendant l'été, il y a eu des périodes où on avait l'impression qu'on renouait avec une certaine normalité, mais on s'est servi de ces périodes pour un peu recharger nos batteries. À l'heure actuelle, nous avons une éclosion importante au refuge. Nous avons des taux de tests positifs assez élevés, comme c'est le cas de la majorité des refuges de Montréal pour le moment. Alors, nous ne sommes pas sortis de l'auberge et ces conversations significatives ont été un peu mises de côté. Cela dit, l'encadrement l'encadrement nous a aidés à mettre de côté du temps. Ça nous a obligés à mettre du temps de côté pour ce travail fondamental qu'on n'aurait pas fait autrement. Ça aurait été au bas de la liste des choses à faire pendant très longtemps. Ça a fait de ces conversations une priorité. Nous n'avons pas vraiment eu suffisamment de temps pour commencer à travailler aux politiques. Je pense que ça viendra au cours des mois à venir. Avec Hélène, on s'est donné un échéancier pour le début de l'année, mais les conversations qu'on a avec Hélène, l'encadrement, c'est ce qui nous permet, je pense, de jeter les bases à la politique. L'autre chose que je dirais rapidement, Deborah parlait d'avoir une voix externe, pas seulement l'expertise d'Hélène qu'on n'avait pas au sein de notre organisation, mais simplement un point de vue externe, une expérience différente, une façon de voir les choses différemment. Et quelqu'un qui est là simplement pour vous aider, pas pour vous évaluer, pas pour faire des recommandations par rapport à ce que vous devriez faire, mais vraiment pour vous aider à tous les niveaux pour obtenir le résultat que vous cherchez. Alors, j'ajouterai ce point. Oui, formidable. Je suis très heureux d'avoir entendu Heather et Deborah parler de leur expérience d'encadrement. Maintenant, nous aimerions entendre la formatrice. Hélène, quand vous pensez à votre travail avec Deborah et Heather, pouvez-vous parler des ressources et des outils que vous avez employés? Oui, tout à fait. Et merci. C'est vraiment un plaisir que de travailler avec Deborah et Heather. Ça a été un véritable plaisir et c'est une des choses que je préfère faire. Lorsque j'ai une séance d'encadrement à venir dans la semaine, je m'en réjouis longtemps à l'avance. D'abord, je veux que vous sachiez que un coach à prendre ensemble est accompagné de toute une équipe. ESC a un bassin de ressources, de gens, vraiment un bassin illimité de personnes et de ressources qu'on peut consulter. Et ESC vous donne accès à des données et des recherches très récentes. Et personnellement, quand j'ai quelque chose comme ça à ma disposition, je l'utilise autant que possible. Une chose en particulier, quand j'ai commencé à travailler avec Heather à Pâques, une des ressources les plus formidables que ESC m'ait donné, c'est accès à Denise McQuaig, qui est une conseillère autochtone.
J'ai demandé d'avoir accès à elle de manière permanente et ESC m'a donné accès à elle. Alors, lorsque j'entends Heather et Deborah parler des ressources que j'ai apportées, ce n'étaient pas les miennes. Ce sont des choses auxquelles j'avais accès grâce à ESC. Et c'est une combinaison vraiment très efficace de soutien que l'on peut donner aux organisations. Alors, avoir un formateur ou un coach qui ait une expérience de travail auprès de personnes marginalisées et vulnérables, une certaine expérience des moments difficiles, mais également cet accès à des données probantes, être capable d'avoir ces conversations significatives et d'établir des liens entre les gens. Ça, c'est une recette qui marche du tonnerre. Et aussi l'accès à d'autres ressources de essais comme la série d'apprentissage virtuel Apprendre ensemble. Et si je ne pouvais pas regarder les webinaires en temps réel, je les téléchargeais et je les regardais en différé. Et ensuite, je les envoyais à Heather et Deborah si j'avais l'impression que ça pouvait leur être utile. Alors, il s'agit d'optimiser l'équipe qui me soutient. L'autre chose que je souhaitais évoquer concerne le fait, et d'ailleurs, je veux reconnaître les moments difficiles vécus par Heather et Deborah et le fait qu'il fallait investir son temps dans la reconnaissance et la recherche de soutien additionnel et de conseils. Alors, une bonne partie des données que j'ai pu recueillir grâce à ESC que j'ai partagé avec Deborah et Heather visaient à valider leur expérience souvent. Et elles ont toutes les deux bien exprimé certains des défis très particuliers qu'elles ont dû relever, surtout vu la nature distincte de la population qu'elles servent. Alors, beaucoup des données probantes qu'on a partagées avec elles cadraient bien avec leur mandat et les clients qu'elles servaient. Alors, je dirais qu'au-delà de l'accès aux outils et ressources de SC, l'autre caractéristique de ce programme, pour moi, ayant été en position de leadership aussi, c'est le temps. Alors, j'ai dit à Deborah et Heather, moi, j'ai le temps de faire la collecte de cette information pour vous. Ne vous en souciez pas. C'est mon rôle. Je vais m'en charger et je vais aller chercher le plus d'informations possible que je pourrais partager avec vous parce que je n'ai pas la science infuse, mais j'ai le temps. Alors que elles sont tellement occupées avec toutes leurs priorités, c'est vraiment très difficile de découper du temps dans sa journée pour avoir une conversation significative ou apprendre quelque chose de neuf, en plus de ce qu'on doit savoir sur la COVID. Alors, j'ai investi ce temps auprès d'elles et ça a été un grand plaisir. La dernière chose que je voulais dire en réaction à la question, c'est qu'il y a une occasion pendant cette période d'apporter un changement important. Alors, lorsqu'on a examiné leurs objectifs et je les ai écoutés, j'ai écouté les défis singuliers qu'elles vivaient, on a voulu préciser les objectifs parce que vous savez, le temps, c'est la ressource qui manque le plus à l'appel. Alors, avoir accès à quelqu'un comme moi, ça signifiait qu'on pouvait ensemble préciser les objectifs, car au final, il s'agissait d'apprendre quelque chose de nouveau qui pouvait apporter un changement important et pérenne dans l'organisation pour le personnel comme pour les usagers. Et
à leurs organismes partenaires. Et Deborah et moi avons toutes les deux eu des conversations concernant le travail qu'elles font au sujet de la prévention, le contrôle des infections et les blessures, les préjudices moraux. C'est quelque chose qu'elles ont envie de partager avec certains de leurs partenaires, à la fois à Toronto et à Montréal. Alors voilà pour moi. Merci Hélène. Alors j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur vos réflexions, enfin les ressources auxquelles vous avez accès lorsque vous êtes au beau milieu d'une crise comme dirigeant. On n'a pas forcément le temps de faire un état des lieux pour voir quelles sont les ressources disponibles. Avez-vous des idées pour un groupe qui n'a pas forcément accès à un formateur ou un coach? Comment peut-on se servir des outils que vous avez évoqués? Avez-vous des réflexions à partager sur ce plan? Bon, alors, ne pas avoir accès à un coach ou un formateur, bon, évidemment, c'est un luxe pour Deborah et Heather d'avoir accès à un coach. C'était une priorité pour elles, mais les ressources ESC qui sont disponibles en ligne, les caucus, les webinaires qui sont disponibles en ligne, je dirais que au-delà de l'accès à ces ressources, il est important de prendre le temps de réfléchir avec votre équipe de direction, avec votre personnel et poser des questions au sujet de la raison pour laquelle les choses sont différentes. Une possibilité de réfléchir à ce qui se produit et d'avoir des conversations à savoir pourquoi est-ce si difficile et comment peut-on atténuer certains de ces problèmes, relever certains de ces défis. ESC a une foule de ressources facilement accessibles et je dois dire que je suis tout nouvellement en poste à ESC depuis le mois de juin seulement et je constate qu'il y a beaucoup de possibilités d'apprentissage bien au-delà de l'encadrement qui est disponible pour les organisations qui s'y intéressent. Alors, j'espère que cela a répondu à la question. Merci, Hélène. Certainement, s'il y a une ressource que cherchent les participants, n'hésitez pas à écrire à un membre de l'équipe. Nous sommes heureux de trouver des ressources si vous en avez besoin. Et nous sommes vraiment, comme Hélène, très reconnaissants d'avoir des collègues si aguerris qui puissent nous aider. Oui, je pense que, bon, je ferai des recherches, oui, mais je pense que je me tournerai vers ESC. Par exemple, moi, lorsqu'on me posait des questions bien précises, ESC a pu rapidement trouver des documents, des ressources et même des communications dont je n'avais jamais entendu parler pour éclairer ma lanterne. Ensuite, j'ai pu les partager avec Heather et Deborah sans les submerger d'informations, mais en les rendant disponibles. Il y a tellement de ressources que c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver, de déterminer qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est exact, mais je pense que ESC devrait être votre premier point de chute. C'est un travail fort valable qui est fait par ESC. Merci Hélène. Et nous avons reçu une question dans la boîte de clavardage. Alors, j'aimerais vous la poser, tandis qu'il nous reste encore quelques minutes. Alors, la question est, elle s'adresse à Deborah, en fait. Vous parlez de l'importance d'écouter et de soutenir le personnel, l'importance de reconnaître certains traumatismes qui auraient été vécus pendant la pandémie. Vous avez parlé de la journée du pyjama. Alors, je me demandais si vous pouviez me dire s'il y a des interventions concrètes que vous avez mises en œuvre ou dont vous avez entendu parler, même Hélène, dans vos recherches, qui ont été mises en place pour aider le personnel. Deborah, je pense que vous voulez intervenir, mais ensuite, on pourra peut-être céder la parole aux autres.
Alors, dans le cadre de notre programme d'avantages sociaux, on a un programme d'aide aux employés et pendant la COVID, on a eu la possibilité de rajouter à ces avantages sociaux, surtout pour le soutien en psychothérapie. Et à Toronto, nous avons de la chance parce que la ville a réagi très rapidement et a mis au point des groupes pour les travailleurs de première ligne, des groupes de soutien pour les travailleurs de première ligne. Ce n'était pas en personne, évidemment, mais comme aujourd'hui, c'était quand même un rassemblement, quoique virtuel. Alors, dès que des ressources étaient disponibles, on en parlait avec le personnel et avec le temps, davantage d'informations a été rendu disponible car le besoin se faisait sentir partout. Alors, je dirais que sur une base mensuelle au moins, il y avait de nouvelles ressources au sujet des soutiens en santé mentale. Et nous avons fait une variété de choses. Je ne sais pas si la journée des pyjamas est le meilleur exemple, mais c'est quand même peut-être l'image qui nous frappe le plus. Par exemple, faire venir un service traiteur, par exemple, des beignets et un café ou donner une carte Starbucks au personnel en leur disant: «Venez au travail, arrêtez-vous acheter un café». Je me disais: «Qu'est-ce qui me donnerait l'impression que je ne suis pas oubliée au milieu de cette crise?» Alors, on a essayé de mettre en œuvre ces idées. La première chose qu'il a fallu faire un dépistage de masse, tout le monde a reçu un T-shirt qui disait COVID Queens. En fait, des choses comme ça pour qu'on ait l'impression de tous faire partie de cet ensemble sans être perdus dans la masse. Et sur le plan très pratique, pour la formation en PCI, c'était une formation seule à seule, de sorte que si vous aviez des questions, vous n'aviez pas besoin de partager vos angoisses au groupe. Et on a fait la même chose pour les vaccinations. L'hésitation par rapport aux vaccinations dans notre organisation était assez minime. On a un personnel de 150 personnes environ et sur ceux-là, il y avait peut-être 10 personnes qui étaient très hésitantes et nous avons pu les aider grâce à ces rencontres seul à seul et d'aider ces gens à rencontrer des pairs qui voulaient être rassurés par leur père qui avait été vacciné. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de créer un contexte où tout le monde se sentait vu et entendu. On voulait les aider avec ce flou qui existait entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour qu'il y ait une frontière entre les deux, tout en comprenant que, bon, on avait un travail à faire et qu'à un moment ou l'autre, il faut s'atteler à la tâche. Mais on voulait quand même avoir un soutien important pour le personnel. Heather, certaines choses qui vous viennent à l'esprit? Oui, alors nous avons fait toutes sortes de choses. Je vais en aborder quelques-unes, entre autres l'argent. Alors, on n'est pas syndiqué, donc on avait beaucoup de souplesse. On a mis en place un système complexe de primes. On a commencé à payer pour des heures supplémentaires et une fois la pandémie déclarée, on avait des fonds et je voulais absolument que ça soit remis aux travailleurs de première ligne le plus possible. Alors, on a essayé très fort d'augmenter, par exemple, le salaire horaire de base et puis on a rajouté des primes. J'ai changé mes heures aussi. J'ai commencé à venir plus tard et à rester plus tard pour être sur place et j'ai commencé à consulter tous les sites. J'ai gardé ma porte ouverte pour discuter avec le personnel et pour veiller à ce qu'ils sachent que la direction, comme directrice, j'étais présente, qu'on pouvait venir me parler et pour veiller à ce que je sois en contact avec le personnel. On avait un personnel de nuit que je vois peu généralement. J'essayais d'appeler une ou deux de ces personnes le week-end pour maintenir un contact humain. On a environ 40 membres du personnel au sein de l'équipe. Alors, c'était faisable. C'est peut-être un peu moins faisable avec 150 personnes, mais bon. Deux autres choses. La première, on a eu beaucoup de soutien de la part des organisations autochtones de Montréal et les organisations qui servent les Autochtones aussi.
Ce sont des groupes qui se connaissent très bien et nous avons une petite communauté à servir tous ensemble. Alors, nous avons conjugué nos efforts. Nous avons un réseau qui a offert un soutien psychologique à tous les travailleurs de première ligne qui servent les résidents et les usagers, donc autochtones. Il y avait des ateliers, une formation. Enfin, on a pu faire appel à toutes sortes de ressources. Et enfin, une chose que j'ai faite pendant l'été, c'est que notre personnel était vraiment épuisé, surtout au refuge où on accepte à peu près tout le monde. Il y a beaucoup de violence vécue par le personnel. Et on a un autre refuge avec qui on ne travaille pas autochtone, mais un des grands refuges de Montréal et je leur ai posé la question. Ils étaient venus nous aider à un moment donné et je leur ai demandé de venir pendant 8 semaines pendant l'été pour offrir des services d'intervention à un de nos refuges et ils l'ont fait. Et c'est ce qui nous a permis d'offrir à tout notre personnel pendant l'été tous les congés qu'ils voulaient parce que quelqu'un d'autre s'occupait de ce centre. Donc, on n'a pas dû le fermer. Alors, tout le personnel a pu prendre 3 semaines de vacances en été. Normalement, on ne peut pas faire ça. On n'a pas assez de personnel. Alors ça a vraiment été perçu comme quelque chose de salutaire pour eux. On leur a demandé de recharger leur batterie, de prendre le temps. Alors, ce sont certaines des choses que nous avons faites pour tâcher de soutenir et de reconnaître le personnel de première ligne. Oui, nous, on a offert une trousse de vacances sur place au personnel parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Nous, nous sommes syndiqués, donc ça pouvait limiter ce qu'on pouvait faire. Mais je pense que si vous avez l'impression que quelqu'un vous apprécie, cette reconnaissance se répercute dans votre travail quotidien. Évidemment, c'est différent pour tout le monde et c'est la raison pour laquelle on a essayé toutes sortes de choses. Mais pour moi, la chose la plus importante, parce que nous sommes une organisation de femmes pour la Journée internationale de la femme, nous avons mis au point une trousse de bien-être pour le personnel qui comprenait une couverture, du thé, un journal, du popcorn, des friandises, un film, toutes sortes de choses. Et le plus important pour elles, c'est qu'on a écrit une note les remerciant pour leurs efforts extraordinaires. Et chaque personne dans l'équipe de direction l'a signé. Donc, ils ont reçu aussi une tasse personnalisée. C'était essentiel parce que c'était au mois de mars et c'est ce qui nous a permis de surmonter le reste de la crise de COVID. Et pour la direction, ça a été important. On a passé 4 heures ensemble à préparer ces trousses et à signer les cartes. Donc, ça a été salutaire pour les dirigeants aussi. Merci à vous 3. Alors, malheureusement, le temps est écoulé, le temps a filé. Alors, Hélène, si vous avez quelque chose à ajouter à cette conversation, des idées, je vous inviterai à le saisir dans la boîte de clavardage et nous nous ferons un plaisir de le partager. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de continuer notre conversation. Il reste 1 minute. Alors, je vais conclure. Merci pour toutes vos réflexions. Merci pour les questions. Je pense que cela nous a permis d'avoir une conversation très intéressante. Merci tout spécial à Deborah, Heather et Hélène pour cette conversation. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons heureux de faire le lien entre vous. Elles ont été très généreuses sur le plan de leur partage aujourd'hui. Je vois déjà Deborah hocher de la tête. Oui, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Le prochain événement sera le 9 décembre de 12 heures à 13 heures et il s'appuiera sur le webinaire d'aujourd'hui. Nous allons accueillir l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance. Nous examinerons les défis anticipés de la reprise après la pandémie et nous serons accompagnés de Jean-Louis Denis qui parlera de la conception de la gestion du changement et de l'adaptation relative aux personnes que nous servons. Le dernier webinaire de cette année sera le 14 décembre avec le Dr Laura Lennox qui parlera
de la pérennité de l'engagement pendant la pandémie. Encore une fois, merci à tous d'avoir été des nôtres. Nous allons afficher le sondage. Nous aimerions que vous nous donniez une rétroaction qui nous est très précieuse. La première question, j'en connais plus sur les efforts des organisations inscrites au programme Apprendre ensemble. Ensuite, dans l'ensemble, je suis satisfait ou satisfaite de ma participation au webinaire. Et ensuite, je pourrais appliquer ce que j'ai appris au cours de ce webinaire dans le contexte de mon travail. Et donc, pour chacune des 3 questions, on vous demande de répondre de tout à fait d'accord à fortement en désaccord. Rappelez-vous de cliquer « Envoyer » pour partager vos réponses. Merci et au revoir.